Bonjour, bienvenue dans la série sur la masse. Alors nous allons parler des symétries. Alors quand on parle au quotidien, dans la vie quotidienne des symétries, c'est dans un sens assez restreint. C'est la symétrie gauche-droite, comme le reflet dans un miroir. On dit quelque chose est symétrique s'il est identique gauche et droite. En physique, c'est beaucoup plus large. On considère un ensemble de transformations, une classe de transformations, a priori quelconque, mais qui obéissent à quelques règles. Par exemple, notons cette transformation T, grand T, avec T1, T2, T3 pour les différentes transformations. On va supposer qu'il en existe une qui s'appelle, on va noter id, qui s'appelle l'identité. C'est-à-dire une transformation qui ne change rien. Que toute composition de transformation, qu'on note souvent avec un petit rond, donc on applique ici la transformation T2 puis la transformation T1, ça redonne une autre transformation. Donc la combinaison de deux transformations redonne une des transformations. Et pour toute transformation T, il en existe une autre qu'on note T-1 qui est l'inverse. Et donc si on les applique toutes les deux, on obtient l'identité. Ce qui paraît assez logique. On applique une transformation, on applique l'inverse, on revient à la situation initiale. Il y a aussi quelques autres règles. Alors, un ensemble de traits de transformation vont agir sur les différentes grandeurs physiques. Les grandeurs physiques d'un système, sa position, sa vitesse, son énergie, toutes sortes de choses. Et si cette transformation lisse le système invariant, on dit que c'est une symétrie. Plus exactement, supposons qu'on ait le système et qu'il évolue au cours du temps pour arriver à un autre état. On part d'un état pour arriver à un autre état. Effectue une transformation du système, une transformation TI quelconque, laissons le système évoluer et regardons le cas de la même transformation plus tard. Si ça donne la même situation, alors on dit que le système est invariant sous une telle symétrie. Plus exactement, on montre alors que les équations qui décrivent le système restent invariantes, inchangées, si on applique cette transformation. Un exemple simple, c'est le déplacement dans l'espace. Prenons une horloge, déplaçons-la d'une certaine distance dans l'espace. Si les conditions restent identiques, par exemple la gravité du lieu, alors là, l'horloge va continuer à marcher de la même manière, sans changement. Si on doute que les conditions peuvent changer, on peut aussi tout déplacer. On déplace l'horloge, on déplace la planète Terre, on déplace tout. On déplace la totalité. C'est bien sûr une transformation mathématique, on ne déplace pas réellement l'objet ou la planète. Si on déplace tout, absolument tout, mais forcément les conditions restent les mêmes, forcément le système fonctionne exactement de la même manière. Donc on parle là d'une transformation globale ou d'une symétrie globale, et dans ce cas-là, on a bien une invariance à la translation. On parle là de symétrie par translation dans l'espace. Plus généralement, lorsqu'on fait des modifications de l'espace et du temps, comme des translations dans le temps, ou des rotations, on parle de symétrie géométrique. Alors, il y a un classement des symétries en symétrie continue et discrète. Alors, une symétrie continue, c'est lorsque la transformation T est donnée par un paramètre qui est continu. Par exemple, dans les translations dans l'espace, on translate d'une certaine distance, et la distance peut avoir n'importe quelle valeur. C'est un paramètre continu. Et on parle de symétrie discrète lorsqu'on a un nombre fini de transformations. L'exemple, c'est la symétrie gauche-droite. Ou bien on ne fait rien, l'identité, ou bien on fait une inversion. Il n'y a que deux transformations possibles. Alors, la transformation peut agir aussi sur des grandeurs physiques qui ne sont pas des grandeurs géométriques comme la position ou le temps.
On parle alors de grandeur non géométrique. Et on parle de symétrie interne. Donc là, c'est un deuxième classement entre symétrie géométrique et symétrie interne. Pour donner un exemple, considérons les ondes. Les ondes vont avoir, au cours du temps ou de l'espace, en fonction de la position, il y a un décalage qui est appelé la phase. On peut considérer la même onde avec une phase différente. Et la différence entre les deux est appelée un décalage de phase. Et un tel décalage de phase peut être une transformation de l'onde. Et on a vu que les interférences étaient dues en fait à de tels décalages de phase. Ainsi, quand deux ondes sont totalement décalées, leur somme donne quasiment zéro. On avait vu ce phénomène. Et de fait, si la transformation est globale, si toutes les ondes sont affectées de la même manière, du même changement de phase, à nouveau, transformation globale. Dans ce cas-là, le changement de la phase va être la même pour toutes les ondes, et donc les décalages de phase vont être inchangés, et donc les interférences vont être inchangées, et le système va être invariant. C'est effectivement le cas lorsqu'on examine, par exemple, l'équation de Schrödinger. Une transformation de ce type sur toutes les fonctions d'onde laisse les résultats physiques inchangés. L'équation est invariante. De même, l'équation de Dirac pour les électrons, la version relativiste. De même pour les équations de Maxwell. Bien sûr, rappelons qu'une onde n'est pas nécessairement une vibration. C'est une propriété physique qui n'est pas géométrique, la phase, et donc c'est une symétrie interne. La théorie mathématique, qui est la reine des symétries et de ce type de transformation, c'est la théorie des groupes. La théorie des groupes considère des ensembles d'éléments de transformation qui obéissent aux règles dont nous avons parlé au début. Et la théorie des groupes étudie les propriétés des groupes, les classements, toutes sortes de choses. À la base, la théorie des groupes est relativement simple. Dès qu'on s'avance dans la théorie des groupes, ça peut devenir extrêmement compliqué. C'est une vaste théorie, très importante et à la base de beaucoup de choses. En mathématiques, on peut rarement faire l'impasse sur l'étude de la théorie des groupes. Cela permet aussi d'avoir des classements des différents groupes, c'est-à-dire des transformations et des notations qui sont adoptées en physique. Par exemple, pour les translations à une dimension ou pour les transformations de phase, il s'agit de transformations du groupe U1. C'est la notation qui veut dire unitaire à une dimension. Les translations à 3 dimensions obéissent de même à un groupe appelé U3. 3 paramètres pour les 3 directions de l'espace. Et on montre aussi que, par exemple, dans l'équation de Dirac, de l'électron, la symétrie U1 pour la phase est associée à la loi de conservation de la charge électrique. Tout ça est joliment lié ensemble. En électromagnétisme, nous avons vu aussi la jauge. On a vu qu'il y avait une grandeur qui n'avait pas d'incidence physique, et les jauges, et qu'on faisait un choix de jauge. En fait, les différents choix de jauge, et passer d'une jauge à l'autre est une transformation qui laisse le système physiquement identique. C'est ce qu'on appelle l'invariance de jauge, et c'est une symétrie interne à l'électromagnétisme, et qui est d'ailleurs liée à la symétrie U1. Si on considère les équations du champ électromagnétique de Maxwell couplées à l'équation de l'électron, Dirac, à ce moment-là,
Si on veut que l'invariance de jauge soit conservée, que cette symétrie soit conservée, on montre que le couplage doit être très précis, et c'est ce qu'on appelle le couplage minimal. C'est celui qui est observé, effectivement, pour les électrons et le champ électromagnétique. L'interaction faible a aussi une symétrie interne, comme pour l'équation de Dirac ou les ondes électromagnétiques. La symétrie interne ici se note SU2. Elle est un peu plus compliquée. Ça veut dire spécial unitaire. SU. Cette symétrie est un peu plus complexe et elle est liée, cette fois-ci, à la charge faible. Et de même, l'interaction forte a une symétrie interne qui est notée SU3, qui est liée, cette fois-ci, à la charge de couleur, bien entendu. Voilà pour les symétries. Et avec tout ce que nous avons vu précédemment, on est maintenant armé, on a ce qu'il faut, pour pouvoir parler des théories de jauge, dont on doute bien, avec ce que nous venons de voir, que cela a un rapport avec toute cette question de symétrie, effectivement. Et donc ça, nous l'aborderons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.